Bon, si je dis des trucs illégaux, on coupe. Je salue les RG qui sont dans la salle. Donc tout ça pour dire qu'il faut une solution concrète. Parce que dire « y a qu'à, faut que », ça ne marchera pas. Et surtout, c'est un alibi pour rien faire. Parce que demain matin, si je vous dis « y a qu'à, faut que », demain matin, vous ne changez rien dans votre vie. Et vous allez être là. Et si vous ne changez rien dans votre vie, là, vous allez être perdu quelque part là. Et ça veut dire pour vous et vos enfants, des conséquences que je vous laisse imaginer. Surtout si vous habitez à Paris. Parce qu'on va en parler de la Corse. Vous avez des avantages, comme partout, il n'y a jamais un endroit parfait. Il faut toujours regarder les forces, les faiblesses, les opportunités, les dangers. Moi j'aime bien, quand je fais du conseil auprès de mes clients, je leur explique, là où tu habites, cher monsieur, chère madame, ton problème c'est, là il y a des forces, là il y a des faiblesses, parce que c'est jamais parfait. Donc, je vais pas aller trop vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, ce qu'on peut faire, c'est tout d'abord travailler soi-même, dans sa tête. C'est comprendre. Ok, une fois qu'on a compris ce qui arrive, souvent, alors beaucoup de gens s'en rendent compte et ils dépriment. Ils n'ont pas tout parfaitement identifié, mais ils sentent au fond. Parce qu'on est des humains, on a cette capacité de sentir les trucs. Comme les chiens qui sentent des tremblements de terre avant, nous aussi, certains d'entre nous, on sent. Alors parfois, c'est parce qu'on le sent qu'on est dans le déni. Ah non, non, tout ce que tu dis, c'est faux. Il y aura toujours une solution au problème. Moi, j'entends souvent ça, les gens qui me disent l'être humain a toujours trouvé des solutions aux crises face auxquelles il se trouvait. Ouais, ben Rome, non. Hein. Ouais, Rome, non. Les Mayas, non, ils sont morts. Ils se sont auto-exterminés en 2 ans. Genre 4 millions de morts en 2 ans. 90% de la population de Maya est morte en 2 ans. Comme ça. Rome, ça allait vite, hein. 1,5 million d'habitants, Rome, en 400. En 800, quelques siècles plus tard, 30 000. Alors certes, il y a eu la peste, mais tout ça, il y a eu la peste avant, mais ils n'ont pas eu autant de morts. Les Vikings du Groenland, 100% de morts. Les reines, en 1980, 0. Bah ouais, parce qu'en fait, sur les 40, il y avait que des filles. Pas de bol. Mais voilà, donc, moi, je ne pense pas qu'on arrivera à 0. Je pense qu'on va s'en sortir. Mais pas tout. Donc d'abord, c'est se mettre dans la tête que, ok, être lucide, c'est dire, ok, voilà ce qui arrive. Alors, c'est pas forcément dire, ok, j'arrête tout, je lâche tout, parce qu'on est encore dans ce monde, on a encore accès au système moderne qui, pour certains d'entre nous, alors pour certains, c'est la merde aujourd'hui, pour d'autres, on a encore moyen de sortir quelque chose. On a accès au supermarché, on peut encore acheter des trucs, on peut encore acheter des outils, on peut encore se former. Donc moi, je suis passé par cette phase de déprime. Entre 2000 et 2005, surtout 2003-2005, j'ai vraiment déprimé. J'ai eu mon moment de catharsis. On dit catharsis en français. Voilà, j'ai eu un moment de... Tout à coup, j'ai compris, et c'est ce truc, c'est le coup de massue. Quand on comprend vraiment ce qui se passe, quand on comprend les tenants, les aboutissants, du moins ce que je pense avoir compris, il y a un moment de déprime. C'est certain. Et beaucoup d'entre nous, on est en déprime. La France est le premier consommateur par habitant d'antidépresseurs. C'est pas pour rien. Hein. C'est normal. Ça fait partie des phases de Kübler-Ross où on commence par le déni. Non, mais nos politiciens, ils ont notre intérêt à cœur. Non, c'est pas possible. Ils nous mentiraient pas quand même sur des trucs comme ça. Alors le petit discours politicien, je vous ai compris. Bon, ok, mais non, quand même, ils savent. Puis d'entre autres, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont nés dans le guidon, ils font leur petite magouille. Qui a une partouze, qui a un truc à Marrakech. Enfin, ils ont leurs trucs, ils sont dans leur... Bon. Et puis, après, on se rend compte qu'on peut agir. Mais qu'on va voir des gens en disant, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens disent, non, mais fais-moi pas chier, écoute, j'ai un bonus à faire, il faut que je vende. Les gens sont dans leur truc. On ne peut pas agir de manière collective dans un monde d'individualistes. Donc en revanche, on peut agir sur nous-mêmes. Donc
Donc ce que j'explique dans mes bouquins, c'est comment être prévoyant. Pour moi, c'est être un adulte responsable que de se préoccuper de ce qui est en train d'arriver et de se préparer. Et la préparation, pour moi, elle passe par un concept que j'appelle la base autonome durable. C'est-à-dire que nous devons transformer nos vies, les endroits où on habite, dans des lieux de sécurité, dans des lieux d'autonomie, dans une certaine durée, parce qu'on ne peut pas savoir, cette phase d'écroulement, d'effondrement, elle peut se faire très vite, mais elle peut durer aussi très longtemps. Moi, je pense qu'on va se prendre un mur, mais d'autres personnes très intelligentes et qui ont des arguments très intéressants, comme mon collègue et ami Michel Drac, par exemple, eux, ils parlent de, voilà, on va rentrer dans un marécage. C'est pas le mur qu'on va se prendre, c'est le marécage, où tout va commencer à se ralentir de plus en plus, mais il y a une inertie lourde, et moi, je pense qu'il y a des seuils de rupture. C'est-à-dire qu'on rentre peut-être dans un marécage, mais il y a un moment où il y a un truc qui se passe, il y a une guerre de trop, une bêtise, un scandale qui fait que, boum, une bavure policière, paf, et ça pète. Et si ça pète, ça peut aller très vite. Des émeutes de banlieue qui dégénèrent avec des morts, une intervention de l'armée, panique, les gens se ruent dans les supermarchés, les médias en parlent, tout le monde voit ça, tout le monde se rue dans les supermarchés le lendemain, le système s'écroule. Bon, 3 jours, bam. Et là, on verra bien la tolérance, l'antiracisme et l'intrinsèque gentillesse des gens envers les autres quand ils ont faim et froid. Ça peut aller très très vite. Donc c'est assez imprévisible, c'est très instable le système dans lequel on vit. On a vu lors de Katrina, lors de catastrophes locales, comment les gens ils savaient que les secours allaient venir. Il n'y avait pas de crise alimentaire, ils avaient besoin d'eau, ça c'est vrai. L'eau c'est le truc fondamental, mais je veux dire, les habitants de la Nouvelle-Orléans, ils savaient qu'une fois que la tempête allait passer, grosso modo dans les 2 semaines, les secours allaient de toute façon arriver. Donc, bah non, ils sont allés piller les magasins, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts, il y a eu des viols. Je veux dire. Ah, c'est une catastrophe, je vais violer quelqu'un. L'être humain est bizarre. C'est un peu le dernier truc auquel je vais penser. Enfin, limite, tu fais amour avec ta copine ou ta femme, c'est bien. Parce que tu sais, bon, on attend les secours, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'y a pas d'électricité, bon. Mais, je veux dire, ah, on a faim, on a froid, je vais aller violer quelqu'un. C'est bizarre. C'est étrange comment ça fonctionne, l'être humain. Mais enfin, on est quand même une bestiole mal finie, quoi. On est bizarre. On n'est pas adulte, en tout cas, collectivement. Donc, le concept de la base autonome durable, il se décline sur 7 éléments que j'explique dans le détail, dans le bouquin. Et dans le deuxième bouquin, j'explique plus par rapport à la ville. Mais pour moi, c'est 7 éléments qui sont fondamentaux, incontournables, et sur lesquels il faut qu'on réfléchisse tous pour prévoir notre autonomie sur ces 7 points. Le premier, c'est l'eau. Comment est-ce qu'on a accès à de l'eau potable en cas de problème, court ou long? Donc clairement, c'est quelque chose à réfléchir. On pourra en discuter dans les questions-réponses. Deuxièmement, ensuite, c'est la nourriture. Comment est-ce qu'on peut être autonome pour la nourriture? Alors évidemment, comme pour l'eau, l'idée c'est de produire sa propre eau potable et de produire sa propre nourriture. C'est ce qui a sauvé les Russes lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Vu le chaos économique dans lequel ils se sont plongés, l'Union soviétique, ça fait, les systèmes soviétiques finissent toujours très mal. Et ça finira mal chez nous aussi. Et bref, ce qui les a sauvés, c'est qu'en fait, depuis toujours, les Russes ont leur petit potager parce qu'ils savent que la vie est dure et qu'ils ne croient pas au blabla officiel et qu'à la fin, il faut quand même bouffer. Et puis que le seul moyen d'avoir de la bouffe variée, enfin d'avoir de la bouffe tout court, c'est d'avoir son petit potager. Et c'est ce qui les a sauvés. Entre 91 et 96, ce qui a sauvé les Russes, c'est leur potager. Donc autonomie pour la nourriture. Et ça veut aussi dire de manière très prosaïque, alors ça dans mon pays, la Suisse, c'est quelque chose de très profondément culturel, où nous avons nos stocks de nourriture. Depuis la guerre froide, depuis même la Deuxième Guerre mondiale, nous avions des plans très détaillés sur, d'abord, chaque citoyen, chaque famille devait avoir ses stocks, idéalement 2-3 semaines, au cas où. Parce que quand vous avez des stocks, vous n'êtes pas à la charge de la société quand il y a un problème. Vous avez un problème, vous avez 3 semaines d'eau, 3 semaines de bouffe. Pendant 3 semaines, vous n'êtes pas en train d'aller mendier au gouvernement ou à la société pour vous aider. Les gens disent, oui, mais faire des stocks, c'est égoïste. Mais non, c'est exactement l'inverse. Vous n'avez rien compris. Faire des stocks, c'est aussi vous permettre de pallier à un problème dans votre potager. Moi, je suis en train de me lancer à fond dans la permaculture, j'ai acheté une ferme, donc ce que j'explique là, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc j'ai abandonné mon travail, je suis allé au bout du truc, j'ai acheté une ferme, et de plus en plus, j'essaie de me rendre autonome dans cette ferme. Et pour la nourriture, le potager, c'est de passer de cadre ensuite dans une boîte à cutéreux, c'est pas évident. Hein.
j'ai de la peine. Donc, si votre récolte plante, vous avez des stocks. C'est ce que faisaient nos grands-parents avec leurs conserves, leurs confitures, etc. Tous nos grands-parents, tout ça, ils connaissaient. Ensuite, l'hygiène et la santé. Être capable d'être, bien sûr, dans la meilleure santé possible, mais aussi de maintenir une hygiène qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a une vie très confortable aujourd'hui. On vit dans un monde sans douleur. C'est quand la dernière fois qu'on a eu mal? Puis quand bien même on a mal, on se soigne. C'est facile. Nos arrière-grands-parents, ils vivaient dans la douleur toute leur vie. Ils s'étaient pété une jambe une fois quand ils étaient gamins, toute leur vie ils avaient mal à leur jambe, etc. etc. Si on peut garder les bienfaits du monde moderne aussi dans notre capacité à nous garder en bonne santé, ce sera bien. Et rien ne dit on aura peut-être encore beaucoup de docteurs, mais les machines, les médicaments, est-ce que ça va suivre, etc. Pas évident. Puis là aussi, regardez les pharmacies ici. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens dans la salle, mais combien de jours de stock il y a dans une pharmacie? Un jour? Une demi-journée? Peut-être ici un peu plus, mais dans les grandes villes, c'est une demi-journée. Vous allez souvent le matin pour un médicament, ils disent « Ah, on n'en a pas, on vous l'aura cet après-midi. » Parce que tout est en flux tendu, tout fonctionne en just in time, en juste à temps. Donc, les stocks ne sont pas bons, donc on a un système sans stock. Et dans un système sans stock qui vient en crise, ça va faire mal. Donc, surtout si vous avez des maladies chroniques, de réfléchir à avoir des médicaments pour une longue durée, etc. Mais surtout apprendre, ça c'est apprendre à vous soigner par vous-même, à prévenir les problèmes, etc. Donc, troisième point, l'hygiène et la santé. Donc, par exemple, pour ma part, je suis des cours de chirurgie, alors c'est un peu une partie que je fais officiellement, parce qu'on peut aller dans les cours qu'organise la Croix-Rouge ou la plupart des hôpitaux. On vous apprend à faire de l'urgentisme, bon, ils le poussent un peu, mais ça va. Puis en 12, j'ai des amis médecins, chirurgiens qui m'apprennent à faire des trucs un peu plus lourds. Bon, c'est pas une ablation du foie, hein, on va recoudre, sortir une appendicite, j'ai pas encore fait, mais bon, il faut recoudre une blessure soi-même, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. Alors ça implique une certaine logistique, il faut du matériel, il faut aussi de l'anesthésie, mais tout ça en fait, si on se débrouille, on arrive à avoir. Bon. Quatrième point, c'est l'énergie. Là on rentre dans l'aspect luxe. Votre eau chaude, votre électricité, ça c'est le luxe. Essayez de vivre 3-4 jours sans eau chaude, et on n'est plus habitué à ça. C'est le luxe, on peut vivre très bien sans, mais on en a besoin. Donc là aussi, réfléchir comment, là où on habite, là où on se prépare, dans votre base autonome durable, donc, vous pouvez avoir votre autonomie pour l'énergie. Cinquième point, c'est les connaissances. Quelles sont les connaissances dont on a besoin, les savoir-faire dont on a besoin pour le monde de demain, et le monde qui s'effondre. Là, c'est sûr, avocat, vendeur d'assurance, banquier, vous n'allez pas aller loin. Il va falloir développer des conséquences beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus simples. Donc ça va être un peu la vengeance des métiers manuels qui vont revenir, eux, ils vont bouffer. Parce que celui qui sait réparer votre panneau solaire, celui qui sait réparer votre charpente qui s'est effondrée, lui, il va toucher de la bouffe en échange de ça, au minimum. Le banquier ou le vendeur d'assurance ou la vendeuse de vêtements dans le magasin vont faire quoi? Donc réfléchissons encore aujourd'hui, alors qu'on a accès à de la formation, bon marché accessible, de se former. Toujours avoir au moins 2 métiers. C'est un vieux truc de Russes, ça aussi. Les Russes, ils apprennent aux gamins d'avoir au moins 2 métiers. Un métier intellectuel, un métier manuel. Ça vous garantit une flexibilité en coup dur, en cas de... Voilà. Encore une fois, tous nos parents savaient faire 2-3 métiers, etc. Je suis sûr que on a encore... Ça, c'est quelque chose que je perçois d'être encore assez présent ici encore. On va en discuter. Une fois que vous avez ces 5 premiers points, eau, nourriture, hygiène, santé, énergie et connaissances, vous êtes déjà relativement autonome et vous pouvez déjà bien vous en sortir. Mais il faut les 2 autres qui enveloppent le tout, qui sont fondamentaux, parce que sans cela, vous n'y arriverez pas.